Première question. À votre avis, quelle est la part du numérique dans la consommation électrique française? En pourcentage. Une idée? Alors plus fort parce que je ne vous entends pas. Un tout petit peu moins? Ouais, 10%. 10% effectivement, donc le numérique en France consomme 10% de notre électricité, ce qui correspond à 48,7 TWh par an, ce qui correspond aussi à la consommation électrique totale du Portugal, de la Grèce ou du Qatar, dont on parle beaucoup en ce moment. C'est pas mal quand même. 10% de notre consommation électrique uniquement pour le numérique. Deuxième question. À votre avis, combien de métaux différents contient votre smartphone? Plus. Quelqu'un a dit 50? Vous avez dit 50? Oui, c'est la bonne réponse, 50. Pourquoi, à votre avis, autant de métaux dans un si petit objet? J'ai pas entendu. Parce que multifonctionnalité. Non. Ça fait beaucoup quand même, 50 métaux dans un site. Oui, absolument. Parce qu'à chaque métal correspond une propriété particulière. Donc plus votre smartphone il est smart, intelligent, et plus il va falloir rajouter des métaux pour pouvoir répondre à des fonctionnalités différentes. Je vous donne un exemple. Et vous voyez sur l'infographie qui est à l'écran, réalisée par Systext, il y en a absolument partout, des métaux, même dans la vitre de votre écran. Si il n'y avait pas d'indium, c'est le premier en haut à gauche, IN, l'écran ne serait pas tactile. C'est ce métal qui, mélangé à la vitre de votre écran, lui donne la propriété de tactilité. Donc, vous voyez que il y en a absolument partout, en très petite quantité, évidemment. Et qu'est-ce que ça pose, ça, déjà, comme problème? Ça en pose plusieurs. Il y a déjà une notion de criticité des métaux. On en parle très peu, mais sur les 50 métaux présents dans un smartphone, il y en a une quinzaine qui sont aujourd'hui considérés par l'Union européenne comme critiques. C'est-à-dire dont les stocks connus et exploités aujourd'hui vont être limités dans le temps, parfois même à très très court terme. C'est le cas de l'antimoine, qu'on trouve dans nos matériels numériques, qui est considéré comme le métal le plus rare au monde. C'est pour ça que l'impact environnemental, l'indicateur environnemental qui correspond à cette criticité des métaux, raréfaction des ressources métalliques, on la mesure en équivalent antimoine. D'accord ? On préfère parler de criticité plutôt que de rareté, parce que la criticité intègre tout un tas de facteurs. C'est pas uniquement la présence dans la croûte terrestre, d'accord, mais c'est aussi la rapidité ou d'exploitation, c'est-à-dire les besoins. Il y a des métaux qui étaient très peu exploités il y a quelques années, qui le sont énormément maintenant. Le nickel, par exemple, pour les batteries des véhicules électriques, mais pour les matériels numériques, les terres rares, par exemple. Les terres rares, c'est une classe de métaux, ce sont les lanthanides. Si vous vous rappelez de la table de Mendeleïev, tableau des éléments, c'est la ligne rose plutôt vers le bas du tableau, 15 éléments plus l'yttrium et le scandium. Ces terres rares, qui ne sont pas rares du tout d'ailleurs, on en trouve un petit peu partout, elles sont beaucoup utilisées depuis qu'on fabrique des matériels numériques, notamment pour des propriétés de couleur. Si notre écran est en couleur, c'est grâce aux terres rares. Le néodyme, par exemple, qui est une des terres rares, est aussi utilisé pour des aimants, pour fabriquer des aimants. L'évolution de la demande, évidemment, puisque je prends un autre exemple, le cobalt, le tantal, le coltan, qu'on extrait en majorité en République démocratique du Congo, avec un certain nombre de problèmes aussi, on va le voir, pas seulement environnementaux d'ailleurs, mais des problèmes sociaux et de droits humains. C'est pareil, on les exploitait très peu avant. L'exploitation a beaucoup augmenté depuis qu'on fabrique les matériels numériques. Donc ce facteur-là de l'évolution de la demande va être aussi très important. Et puis la géopolitique, on le voit en ce moment. Le palladium, par exemple, qui est un métal précieux comme l'or et l'argent, est essentiellement présent en Russie. Donc avec les problèmes que ça peut poser d'embargo aujourd'hui, de conflits. Donc vous voyez, le tableau à droite, en fait, c'est le tableau qui est publié tous les 3 ans par l'Union européenne sur les matières premières critiques. Ce qui est en rouge, ce sont les métaux qui sont utilisés pour le numérique et qui font partie justement de ces matières premières critiques. Cette liste est donc mise à jour tous les 3 ans. Celle-ci date de 2020. Donc l'année prochaine, normalement, on va avoir la mise à jour. Et chaque 3 ans, il y a
évidemment des ressources qui s'ajoutent à cette liste. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est comme le pétrole, c'est dans les réserves connues et exploitées aujourd'hui. Oui, peut-être. Peut-être qu'on va trouver dans les fonds sous-marins, puisque maintenant l'exploration des fonds sous-marins est ouverte, des nodules métalliques, oui, probablement il y en a, mais à quel prix? À quel prix financier, à quel prix environnemental surtout? Et puis peut-être dans les pôles aussi, hein, dont l'exploitation va ouvrir aussi bientôt, probablement il y a des métaux, mais encore à quel prix? Peut-être sur la Lune ou sur Mars, comme le suggère monsieur Elon Musk. Oui, mais à quel prix? D'accord? Le smartphone, on ne paiera plus tout à fait le même prix s'il faut aller chercher la moitié des métaux sur Mars. Donc ça, c'est un problème dont on parle peu, mais qui est vraiment très important. Autre question. À votre avis, combien y a-t-il d'internautes au 1er janvier 2022 dans le monde? C'est en milliards? Plus? Oui. Au 1er janvier, on était à 4,9 milliards, donc je pense qu'on a dépassé les 5 milliards maintenant, ce qui représente plus de 60% de la population française. Ça veut dire que quand même, il y a une grande majorité de la population mondiale, pardon, n'importe quoi, excusez-moi, de la population mondiale. Il y a quand même donc une grande majorité de la population mondiale qui est connectée à Internet, et pas avec un seul matériel. En moyenne avec 8. Ce qui fait qu'on compte aujourd'hui à peu près 34 milliards de terminaux utilisateurs connectés à Internet. Par terminaux utilisateurs, on entend smartphone, tablette, ordinateur portable, tout ce qu'on utilise finalement à titre personnel, mais aussi éventuellement professionnel, si on utilise les mêmes matériels, les ordinateurs portables par exemple. Ça nous semble beaucoup, 8, mais regardez, on y arrive vite. Hein. 1 ou 2 smartphones, pro, perso, une tablette, voire même plus, un ordinateur portable, un téléviseur connecté, et oui, ça en fait partie, une box, une console de jeu, et puis, je ne sais pas, un frigo connecté, ça peut en faire partie aussi. Donc vous voyez qu'on arrive vite à 8, et 8 c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui en ont beaucoup plus, d'autres évidemment qui en ont beaucoup moins. Vous voyez qu'à comparaison de ces 34 milliards, on a assez peu de serveurs d'entreprise. On incrimine souvent les data centers dans la pollution numérique, ils y contribuent évidemment, mais vous voyez que par rapport au nombre de machines, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Il y en a à peu près 67 millions au monde. Et on a à peu près 1,5 milliard d'équipements réseau. Les équipements réseau, c'est quoi? C'est les antennes relais, les câbles transocéaniques, sous-marins, etc., etc. Et puis évidemment le corollaire de ça, parce qu'un matériel ça n'existe pas tout seul, hein. Il faut des choses dessus, on a des matériels parce qu'on utilise des services numériques, hein, des applications, des logiciels, des sites web, etc. Et donc on va échanger, on va produire, échanger et devoir stocker des données. À votre avis, par combien va être multiplié le volume de données numériques selon IDC entre 2020 et 2025 ? Un peu moins, mais bon, vous allez voir qu'après, enfin, la courbe est exponentielle de toute façon. Ouais. C'est 3,7, mais regardez la courbe, comment elle est envisagée. D'accord ? Vous voyez que jusqu'à maintenant, on multipliait à peu près par 2 tous les 2 ans, mais c'est en train d'augmenter énormément. Du fait du nombre d'internautes, du fait du nombre de matériels de plus en plus importants connectés à Internet, d'accord ? Donc tout ça, évidemment, est lié. C'est quoi un zeta? Alors zeta-octet, je ne sais plus l'ordre de grandeur, mais c'est des milliards de milliards d'octets, en fait. Je devrais mettre, parce qu'entre pétaoctet, téraoctet, zétaoctet, je ne sais plus, 10 puissance, je ne sais plus combien. C'est beaucoup. Trop. Et ça, évidemment, ça a encore augmenté avec les crises sanitaires hein, qu'on a vécues, puisque parfois le numérique a été notre seule manière de continuer à travailler, continuer à apprendre, communiquer, etc. Donc comment fait-on pour mesurer en fait les impacts du numérique ? On fait ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Vous avez probablement entendu parler de cette démarche hein, normée, ISO 14040, 14044. Et on va découper en fait la vie de nos objets numériques en différentes phases. Donc pour un matériel numérique, on a l'habitude de découper en 3 phases principales. L'extraction-fabrication, c'est la première phase. Extraction en référence avec l'extraction donc des minerais nécessaires
à la fabrication de ces matériels. Quelque chose que j'ai pas dit, que j'aurais dû dire avant, c'est qu'évidemment le fait d'avoir cette présence métallique dans nos matériels provoque énormément d'impact sur l'environnement, puisque les mines, enfin l'industrie de la mine est loin d'être une industrie propre. Une mine, c'est quoi? C'est un trou, ce sont des galeries creusées. On détruit les écosystèmes, on utilise beaucoup aussi de produits chimiques, des solvants pour séparer les minerais de la roche. Les endroits où sont exploitées les mines, même une fois que la mine n'est plus exploitée, restent morts pendant de nombreuses dizaines, voire centaines d'années, c'est-à-dire que plus rien n'y vit ni pousse. Donc extraction-fabrication, c'est la première étape de la vie d'un matériel numérique. L'utilisation, après ça c'est nous, et puis la fin de vie. Quand on n'utilise plus nos matériels, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc à votre avis, de ces trois phases-là, laquelle est la plus impactante sur l'environnement? Oui, la première, et de loin, puisqu'à elle seule, elle regroupe 3/4 des impacts, notamment à cause des problèmes dont on a parlé, de pollution et destruction des écosystèmes dans les mines, et aussi de cette notion de raréfaction des ressources métalliques. Évidemment, ça va être compliqué aussi, si on parle maintenant un petit peu de mesure, de mesurer ces impacts, puisque une analyse de cycle de vie, je vous le disais, c'est une méthodologie normée, mais il va falloir aller collecter des informations tout au long de la chaîne de fabrication de nos matériels numériques. Et voyez ce que ça peut représenter, d'accord? HP disait il y a quelques années que pour fabriquer un ordinateur portable, il avait 7000 sous-traitants. Et évidemment, c'est très international, d'accord? Un smartphone, avant d'arriver dans votre poche, il fait plusieurs fois le tour du monde. Donc, ça va être très compliqué d'aller connecter toutes ces données environnementales auprès de tous ces sous-traitants, et ça va soulever aussi d'autres problématiques, notamment des problématiques d'ordre social et de droits humains, dont on va parler un petit peu. J'ai essayé de représenter sur ce graphique quelques-uns des impacts, certains dont on a déjà parlé, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution, évidemment ceux dont on parle le plus, c'est la consommation d'énergie, surtout en ces périodes de sobriété énergétique. Le corollaire de ça, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc en France, on a vu que le numérique consomme 10% de l'électricité. Le numérique génère en France 2,5% des gaz à effet de serre français, versus à peu près entre 4 et 8% en fonction des estimations au niveau mondial. Est-ce que vous savez pourquoi on est plutôt en dessous de la moyenne mondiale? Ouais. Alors à cause ou grâce, je ne sais pas quoi dire, mais c'est du fait du nucléaire, puisque comme notre électricité provient à 75% de l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est décarbonée par rapport au charbon, etc., aux énergies fossiles en tout cas. Donc on est plutôt bons élèves sur cette partie émissions de gaz à effet de serre. Il n'empêche que la première démarche que vont faire les entreprises, c'est de faire leur bilan carbone, y compris pour leur système d'information. Sauf que quand on prend un seul indicateur, quand on analyse un seul indicateur, on peut rapidement arriver à ce qu'on appelle un transfert d'impact. C'est-à-dire on peut arriver à des conclusions qui sont fausses, en fait. C'est comme si je vous disais, le nucléaire, c'est une énergie propre. Bah oui, ça émet pas de gaz à effet de serre, c'est une énergie propre, le nucléaire. Ouais, mais si on raisonne en cycle de vie complet, c'est plus tout à fait la même histoire. Parce que pour le nucléaire, il faut aller extraire des minerais aussi, d'accord? Et puis la fin de vie, d'accord? Donc toujours bien avoir à l'esprit que quand on veut faire une analyse d'impact, quelle qu'elle soit, en particulier sur le numérique, toujours penser à raisonner en cycle de vie complet et en multi-indicateurs. Nous, on conseille d'en avoir au moins 3 pour que ce soit pertinent. Mais évidemment, on ne peut pas tout mesurer. Il y a des choses qu'on a beaucoup de mal à mesurer. Perte de la biodiversité, ça c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, on ne sait pas mesurer la perte de la biodiversité. On n'a pas d'indicateur global qui existe au niveau international pour mesurer cet indicateur. Il existe certains indicateurs.
la diminution d'espèces de vertébrés, etc., etc. Mais ça n'est qu'une partie. On ne connaît déjà pas toutes les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, donc on n'a pas d'indicateur aujourd'hui. Donc comme on n'a pas d'indicateur et comme on ne sait pas le mesurer, devinez quoi, on n'en parle pas. Alors que c'était une vraie problématique. Je vous le disais, hein, là où sont exploitées des mines, plus rien ne vit, plus rien ne pousse. Et pas seulement pendant le temps d'exploitation, bien longtemps après. C'est la raison pour laquelle on a fermé les mines en France, hein, une des raisons. Il y avait une raison économique, une raison environnementale. On se pose la question aujourd'hui, vous l'avez tous entendu, d'en rouvrir pour limiter notre dépendance de certains pays. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça dépend. Ça dépend de quoi on parle. Effet rebond, ça c'est un truc important aussi à connaître parce que parfois on veut essayer de bien faire et puis parce que finalement une énergie par exemple va être moins chère, on va consommer plus. Donc c'est ce qu'on appelle un effet rebond. Là il y a plein d'exemples avec le numérique. Peut-être qu'on va utiliser un service numérique parce que ça va nous coûter moins cher de faire ça qu'autre chose, mais au final on va avoir plus d'impact en faisant ça que si on faisait différemment. Donc voilà, vous voyez, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Quelques mots sur les impacts sociaux et en matière de droits humains, parce que ça nous tient à cœur. On vient de lancer, d'ailleurs notre association vient de lancer un podcast qui s'appelle Loin des yeux, loin du cœur. Si ça vous intéresse, je vous enverrai le lien du premier épisode. On a voulu rendre hommage aux travailleurs de l'ombre du clic. D'accord ? Tous les gens qui travaillent dans les mines, tous les gens qui travaillent dans les usines d'assemblage de nos matériels. Vous avez peut-être vu aux infos il y a une dizaine de jours, ces salariés de Foxconn, la plus grosse entreprise chinoise, assembleur de matériel numérique, qui escaladait les grilles pour ne pas être confinés d'autorité parce qu'il y avait quelques cas de Covid dans l'entreprise. C'est passé aux infos aux heures de grande écoute. Et puis les gens qui travaillent aussi sur les décharges à ciel ouvert au Ghana, Bokbloshi par exemple, vous en avez peut-être entendu parler. Une décharge qui a été démantelée il y a un an mais sur laquelle les gens sont en train de revenir travailler, puisque ce qui est déchet pour nous est ressource pour eux. Et puis, plus largement, les gens qui nous livrent nos colis, qu'on veut recevoir de plus en plus vite, qui nous livrent nos repas, les gens qui modèrent les contenus que l'on publie sur les réseaux sociaux. Peut-être avez-vous vu une série qui s'appelle Invisible, les travailleurs du clic, qui est passée cet été sur la 5, qui était passée sur Arte. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder en replay. Faites un peu de streaming, je vous autorise. Voilà. C'est édifiant. C'est vraiment édifiant. Donc il y a tout un tas de personnes qui travaillent dans l'ombre auxquelles on a voulu rendre hommage par ce blog qu'on fait lire par des enfants, des collégiens, parce qu'on se dit que c'est eux la génération future. Donc c'est eux qui vont être concernés au final par tout ça. Droits humains. Droits humains, c'est un vaste sujet. Dans les mines, les droits humains sont bafoués. En République démocratique du Congo, les mines sont souvent contrôlées par des groupes armés, parce qu'évidemment, ça fait partie des richesses du pays. Le docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, prix Nobel de la paix 2018, a écrit un livre récemment, La force des femmes, je vous invite à le lire. Il est très dur, mais il écrit noir sur blanc dans son bouquin que les exactions commises sur les femmes, les viols, armes de guerre, armes de pouvoir, a augmenté de manière significative depuis qu'on exploite dans ce pays le coltan, le cobalt et le tantal pour nos matériels numériques. Donc malheureusement, on a une responsabilité par rapport à ça. Quel est le lien entre le comportement agressif sur les femmes par rapport à la... Tout simplement parce que ces groupes armés veulent contrôler les mines, et quand ils veulent contrôler les mines, ils sont obligés d'asseoir leur pouvoir sur les populations locales et de faire régner la terreur pour pouvoir s'approprier en fait les ressources des mines, et le viol malheureusement fait partie des moyens utilisés. Donc ça contrôle la famille d'attaquer la femme. Oui, absolument. Et ça fait régner la terreur, donc ils imposent leur pouvoir en fait. Lisez-le, il est très dur. Plus jeune patient, 4 ans quand même. Donc voilà. Voilà, après il y a toutes les questions d'éthique, du numérique, à quoi servent nos données, si c'est gratuit, c'est nous le produit, enfin tout ça vous avez entendu parler. Moi je ne suis pas une spécialiste de ce sujet-là, mais ça en fait aussi partie. Il y a 2 études qui sont parues en début d'année, une européenne, une française,
qui sont toutes les deux d'accord pour dire que ce sont nos matériels à nous qui sont les plus impactants sur l'environnement et c'est la fabrication de ces matériels qui est la plus impactante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une bonne pratique à appliquer en priorité, c'est quoi? C'est l'allongement de la durée de vie de nos matériels, de tous nos matériels, que ce soit nos matériels personnels ou les matériels en entreprise. Pourquoi? Parce que si on garde nos matériels plus longtemps, on va en acheter moins. Et si on en achète moins, au bout d'un moment, on en fabriquera moins. Donc si vous devez retenir une seule chose, vraiment, retenez ça, c'est ce qui est le plus impactant. Vous voyez dans la presse, pour être écolo au bureau, supprimons nos mails. Oui, mais franchement, c'est vraiment pas ce qui est prioritaire. La priorité, c'est le matériel, et nos matériels à nous. Donc choisissons du matériel robuste, réparable, etc. On va voir maintenant quelles sont les bonnes pratiques. Je passe ça. Voilà. Donc on a travaillé l'année dernière avec la direction interministérielle du numérique qui a été créée justement pour accompagner la transformation numérique en fait, de tous les ministères et à leur feuille de route, ils ont le sujet du numérique plus responsable. Ils mettent aussi à disposition leurs ressources pour tout le monde. Donc on peut tous les voir et les utiliser. Ils ont créé des référentiels et ils ont voulu aussi prioriser donc un certain nombre de bonnes pratiques. On a travaillé avec eux pour concevoir cette petite infographie, le parcours sur la montagne, avec tout en haut, vous voyez le grade, allonger la durée de vie du matériel. C'est pas forcément ce qui est le plus facile à faire. Ce que je vous propose, c'est de voir pour chacun de ces grands thèmes quelles seraient les bonnes pratiques à mettre en œuvre au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit. Entreprise, privée, publique, on peut même se l'appliquer aussi à soi-même à titre perso. Je ne sais pas où j'en suis du temps, parce que j'ai pas l'heure. Il reste 5 minutes. Alors on va y aller rapidement. Allonger la durée de vie du matériel, bon c'est bon, je pense que je ne le dirai jamais assez, mais c'est déjà aussi limiter le nombre d'équipements. A-t-on vraiment besoin d'avoir 2 téléphones? Il y a des doubles SIM qui existent aujourd'hui, qui font très bien le job. Est-ce qu'on a besoin d'une tablette, d'un ordi portable, d'un ordinateur fixe? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse, peut-être que oui, mais peut-être que non. En tout cas, posons-nous la question, avant d'acquérir ces matériels-là, qu'on soit une organisation, une entreprise, ou même à titre personnel. Il y a de plus en plus d'entreprises qui allongent la durée de l'amortissement comptable de leur matériel aujourd'hui. En général, c'était 3 ans pour un poste de travail. Aujourd'hui, on passe à 5 ans, voire 7 ans. Pour les serveurs, c'est encore plus long. En général, c'était 5 ans, on voit 7 ans à 10 ans maintenant. J'étais avec l'université d'Angers il y a quelques mois. Eux, maintenant, ils gardent leurs serveurs s'ils peuvent 10 ans. Ils ont leur propre data center. Il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, si ça fonctionne et si c'est entretenu correctement. Parce que quand on dit « Ah ouais, mon téléphone RAM ou mon ordi RAM », ça ne vient pas de l'ordi, ça vient de ce qu'il y a dessus. Donc il y a peut-être d'autres raisons que des raisons matérielles, en fait. Éco-conception, donc ça, on parle beaucoup de ça. Donc éco-concevoir un matériel, c'est un peu différent d'éco-concevoir un service numérique, mais finalement, il faut mettre en place les deux. Éco-concevoir un matériel, ça veut dire limiter les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie de l'objet, au moment où on conçoit, où on imagine l'objet. Éco-concevoir un service numérique, donc un service numérique, je rappelle, c'est ce que c'est soit une application, soit un logiciel, soit un site web. D'accord, c'est tout la partie logicielle que vous utilisez sur vos machines. L'éco-conception de services numériques, c'est un petit peu différent. C'est limiter les ressources, le besoin en ressources informatiques à tous les niveaux du service numérique, que ce soit l'interface utilisateur, le traitement, le stockage de données. D'accord ? Quand on fait de l'éco-conception, on devrait pouvoir utiliser nos services numériques sur des très vieux matériels, pas être obligé d'avoir le dernier matériel en date pour que ça fonctionne. D'accord ? Parce que le but, c'est d'allonger la durée de vie, donc de fonctionner sur la plus grande gamme de matériel possible, qui soit ancien, plus ou moins ancien. Donc aujourd'hui, il y a des cours qui sont donnés là-dessus, sur ce sujet-là. D'ailleurs, depuis cette rentrée-là, d'après la loi Rennes, qui a été votée il y a 1 an, il est obligatoire pour les écoles d'ingénieurs informatiques d'avoir des cours, ou en tout cas des sessions d'éco-conception
au sein des écoles et ça va se généraliser. Gérer l'énergie, évidemment, on a vu, hein, l'énergie, c'est ce qu'on donne à manger à nos matériels numériques. Sans énergie, il n'y a rien. Certains d'entre vous ont peut-être lu Ravage de Barjavel, hein, qui a été écrit à la fin des années 40. S'il n'y a pas d'électricité, on ne peut rien utiliser, surtout pas le numérique. Donc, il y a des petits trucs et astuces assez faciles. Hein, quand on n'utilise plus nos matériels, on a le droit de les éteindre. Ça marche maintenant. Il y a 30 ans, au début de la micro-informatique, peut-être on nous disait ouais non, faut pas éteindre parce que ça. Si, aujourd'hui on peut éteindre. Et éteindre, ça ne veut pas dire mettre en veille, ça veut dire éteindre. On peut faire ça avec tous nos matériels connectés à Internet. On peut même faire ça avec notre box quand on part de chez soi si on n'a pas de système d'alarme dessus ou s'il n'y a plus personne à la maison. On peut faire ça avec nos téléviseurs le soir. Un téléviseur, ça consomme plus en veille qu'allumé. Pourquoi ? Parce que ça reste plus longtemps en veille qu'allumé. Vous voyez, il y a toujours une petite loupiote rouge qui reste, ça veut dire qu'il y a de l'électricité consommée. Donc une petite prise manuelle on-off. Mettez pas une prise électronique programmée à main, parce que ça, c'est un effet rebond. Parce que finalement, au lieu d'économiser de l'énergie, votre prise, elle va en consommer. Donc au final, on ne sait pas trop si ça va être vertueux ou pas. Vous voyez, donc ça, c'est toujours la question aussi qu'il faut se poser. Adapter la luminosité des écrans aussi. Si on baisse un petit peu, on consomme moins d'énergie. Les écrans, c'est ce qui est le plus énergivore. Vous avez probablement vu la pétition pour éteindre dans les grandes villes les écrans publicitaires. J'étais l'autre jour dans le hall d'arrivée de la gare Saint-Lazare, et puis j'attendais mon train et je comptais le nombre d'écrans publicitaires. Alors ils sont en grappe de 3, déjà. J'ai pas compris pourquoi. Avec la même chose dessus. Hein. Bon. 3 en haut, 3 en bas. Et il y en a tout le tour. J'ai pas eu le temps de compter, mais je me suis dit que je me prendrais un jour 2 heures pour compter le nombre d'écrans. Un écran comme ça consomme 2000 kWh par an. En période de sobriété énergétique, je pense qu'on peut se poser la question de l'intérêt de les avoir tous allumés en même temps. Pardon, je passe trop vite. Limiter les flux de données, on a vu hein, la courbe exponentielle des données. Là, on peut parler effectivement de nettoyer ses mails, mais si vous le faites une fois par an, ça suffit, hein, c'est pas la peine de le faire plus. Nettoyer ses données numériques, oui, on a tous des vieilles photos dont on sait qu'on ne les regardera plus jamais. En fait, non, on ne le sait pas, on pense qu'on les regardera, mais en fait, je vous assure, on ne les regardera plus jamais. Voilà, donc essayez d'optimiser les flux, essayez d'éviter d'envoyer par mail des grosses pièces jointes, utilisez plutôt des outils de transfert de fichiers, de gros fichiers, il y en a plein qui sont libres d'accès, mettre des liens plutôt que des fichiers. Optimiser sa navigation internet, une recherche, quel que soit le moteur de recherche, ça consomme énormément d'énergie. Il va falloir que votre question elle transite sur tous les serveurs internationaux de votre fournisseur avant de vous amener une réponse. C'est très énergivore. Donc évitons de faire des recherches sur internet. Comment on évite ? On enregistre dans ses favoris les sites sur lesquels on va régulièrement. C'est pas la peine de retaper toujours une recherche, on va toujours sur les mêmes sites. Il suffit d'enregistrer le lien, vous cliquez sur le lien, en plus c'est beaucoup plus rapide. Donc ça c'est des petites choses assez faciles à faire, mais qu'on nous a pas apprises en fait. On nous a pas appris à utiliser correctement le numérique. Que ce soit nos smartphones, personne n'a eu une formation à l'utilisation de son smartphone. On a entre nos mains en fait des super ordinateurs, on ne sait pas les utiliser, enfin on ne sait pas correctement ou les utiliser de manière optimum, en tout cas. Donc ça c'est enfin moi je ne le faisais pas avant par exemple, et puis depuis que je m'intéresse au sujet, je le fais systématiquement. Et ça devient un réflexe en fait, comme organiser son disque dur dans des répertoires, etc. C'est pareil, exactement pareil. Mais ça prend un petit peu de temps au départ, mais après ça en fait gagner beaucoup. 3 minutes, ok. Donc on va faire adapter sa communication orale et sa adapter sa communication orale et adapter sa communication écrite, ça parle quoi ? Ça parle de l'usage du mail, bon, on vient d'en parler, et de l'usage de la visioconférence. Vous avez tous vu que depuis le confinement, l'usage de la visioconférence est imposé. Dès qu'on nous propose une réunion aujourd'hui, c'est forcément de la visio. Alors parfois on en a vraiment besoin, si on a des documents à partager, si on a besoin de se voir, parfois c'est pas vraiment utile. Donc posons-nous la question, est-ce qu'on ne peut pas juste se téléphoner ? D'accord ? Si on veut réduire son impact, quand c'est possible. Organiser son environnement de travail, bon ça c'est des choses qui sont déjà plus connues, imprimées en noir et blanc, recto verso, tout ça, ça a été mis en place depuis longtemps par les organisations. Pourquoi ? Parce que ça se voyait le gaspillage, hein, ça coûtait cher, les feuilles de papier qui s'accumulaient sur l'imprimante,
ou les cartouches et les tonnerres qui se gaspillaient très très vite. Voilà. Juste, avant de prendre des questions, un mot très rapide sur ce que dit la loi. On a la chance d'être en France. La France a légiféré sur ce sujet d'un numérique plus responsable. Dernière loi en date, la loi Rennes, réduction de l'empreinte environnementale du numérique, dont le premier chapitre est sensibilisation, formation dès le plus jeune âge. C'est marqué noir sur blanc. Voilà. Donc de plus en plus, les écoles vont intégrer ça dans leur parcours. Nous, on fait beaucoup d'ateliers de sensibilisation en CM1, CM2. Si ça intéresse certains d'entre vous, moi j'en fais en région parisienne, c'est gratuit. C'est super. Un atelier d'1 heure, on vient, ça s'appelle Voyage au cœur de nos smartphones, pardon. On vient avec une petite mallette dans laquelle on a désossé des smartphones. On explique aux élèves de quoi comment c'est fabriqué, d'où ça vient. Enfin, c'est super. Ils adorent. On passe un super moment. Et ils connaissent beaucoup plus de choses que nous parce que comme ils ont des formations maintenant sur l'environnement, ils sont très très futés. Voilà. Je vais m'arrêter là.